Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à tous, vous regardez 24 heures en Alsace et au programme de ce mercredi 19 juin. C'est une histoire assez exceptionnelle que nous allons vous raconter, celle qui unit un président à son mousquetaire. Le mousquetaire, c'est le gendarme qui est chargé de sa sécurité et sa protection. Le président, c'était François Mitterrand et son mousquetaire, il s'appelait Gilles Couture et il viendra donc nous parler de ce livre qu'il a écrit et qui raconte son expérience. Dans le reste de cette émission, comme tous les mercredis soirs, nous allons recevoir Vera Bossiac. Elle viendra avec son invitée Diane Daumont. Elles nous parleront ensemble de zen, attitude et de communication zen. Comme tous les mercredis aussi, on retrouvera Delphine Vespizer. Elle nous emmènera faire de la gymnastique. Ça se passera dans le Haut-Rhin. Et puis, on se dépensera également ce week-end puisqu'on partira du côté du Markstein. On vous propose de partir du côté du Markstein pour le 15e festival Cirque au Markstein. Il se poursuit jusqu'au 28 juin et dimanche, ce sera la journée spéciale famille. On vous en dit plus dans un instant avec Jean-Marc Doche. Et puis tout de suite, c'est l'heure du JT, Cécile Motz. Bonsoir à tous. Dans l'actualité alsacienne de ce mercredi 19 juin, la consigne fera-t-elle son grand retour en France? Un comité de pilotage sur le dispositif s'est réuni pour la première fois aujourd'hui à Strasbourg en présence de Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique. Massage cardiaque, défibrillateur, quels sont les gestes qui sauvent en cas d'accident ou d'attentat? Des formations gratuites sont proposées par la ville. Et nous nous rendrons à Paris. Depuis lundi, le salon du Bourget bat son plein. Cette 53e édition accueille nombre d'Alsaciens. Nous sommes allés à leur rencontre. Le geste est quotidien en Allemagne, fréquent en Alsace, mais oublié dans le reste de la France. Et pourtant, il pourrait bientôt faire son grand retour. C'est la consigne, l'objectif du président de la République française, parvenir à 100% de plastique recyclé d'ici 2025. La secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Brune Poirson, était en visite à Strasbourg aujourd'hui pour installer un comité de pilotage sur cette pratique. Élus, industriels et associations se sont donc réunis pour définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif en France. Reportage de Martin Cowell. Quand une secrétaire d'État se balade dans un centre commercial pour faire du repérage, elle ne vient pas pour faire ses courses. Je vous regarde, parce qu'en France, on va faire la même chose peut-être. Brune Poirson est venue observer les machines de déconsignation installées dans une galerie marchande de Kehl. L'idée, proposer aux clients du magasin de ramener leurs bouteilles en verre et en plastique ainsi que les canettes en métal afin qu'elles soient recyclées. Les consommateurs reçoivent un bon d'achat en échange de ce geste écologique. On sait que les bouteilles en plastique, c'est le premier déchet qu'on retrouve sur les plages en France. Ça, c'est plus tolérable. C'est un projet aussi qui est bon pour l'emploi, puisque ce sont des emplois non délocalisables, qui ont du sens partout sur le territoire français. Les Allemands, c'est devenu un geste dans leur quotidien. Donc ça veut dire que c'est faisable, que ça fonctionne. Et donc on va s'en inspirer. Il faut que ça devienne un réflexe, quelque chose de simple dans la vie des Français. Des Français qui sont 83% à se dire prêts à ramener leurs bouteilles et canettes directement dans les magasins. Alors des zones de collecte sont installées dans les grandes surfaces, comme ici à Strasbourg. Celles-ci avalent jusqu'à 3000 bouteilles par jour, soit 33 tonnes de plastique par an. Pour que ça fonctionne, la consigne, il faut plusieurs personnes. En fait, il faut le magasin qui joue le jeu, qui met en place des machines. Il faut un opérateur de collecte comme nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire qui organise la collecte, la logistique et la valorisation de la matière. Et ensuite, il faut aussi une aide des industriels qui produisent les bouteilles pour venir financer tout le dispositif. Après sa visite, Brune Poirson a présidé le premier conseil de pilotage du retour de la consigne à l'échelle de l'Hexagone. Élus, citoyens, industriels et associations ont proposé des pistes concrètes pour alimenter le projet de loi anti-gaspillage. Le texte sera présenté au Parlement en septembre. Chaque année, 50 000 personnes décéderaient d'un arrêt cardiaque. Parmi elles, beaucoup pourraient être sauvés si les témoins connaissaient les gestes de premier secours. Des compétences utiles également en cas d'attaque ou d'attentat. Alors la ville de Strasbourg propose des formations gratuites aux gestes qui sauvent. Reportage à l'hôpital civil avec Camille Roland.
Le massage, il faut vraiment se dire, c'est comme à la télé. Alors vous avez dit au milieu. Oui, je mets les mains au milieu du thorax, j'appuie vite et fort, entre 100 et 120. Donc allez-y, tac, tac. Les deux mains l'une sur l'autre, l'apprenti sauveteur pratique la compression du thorax de la victime. Dans cette petite salle de l'hôpital civil, une dizaine de Strasbourgeoises et Strasbourgeois apprennent les gestes de premier secours. C'est du secourisme de base, justement en cas d'attentat, avec cette idée en premier lieu d'arrêter les hémorragies. Ça, c'est important. Hein. Donc, et savoir qui on appelle et comment on fait un bilan. Et ensuite, quelques gestes d'urgence. Donc, c'est le massage cardiaque avec l'utilisation du DSA et la position latérale de sécurité sur quelqu'un qui est inconscient et qui respire. L'objectif, c'est de faire du pratico-pratique. Hein. Ce n'est pas du cours théorique. Donc, il faut masser, il faut défibriller, il faut mettre en position latérale de sécurité. Voilà. Parce que des fois, on a des idées et tout. Et c'est en faisant qu'on se rend compte déjà qu'on sait. Hein. La plupart d'entre eux... ils savaient masser avant même qu'on leur explique. Pendant cette formation de 2 heures, dispensée par l'unité de simulation européenne en santé, les habitants apprennent à poser un garrot, à masser une victime qui a fait un malaise, ou encore à utiliser un défibrillateur lors d'un atelier pratique. Vous êtes à Auchan, il y a quelqu'un qui s'est écroulé, vous avez commencé à masser, et on vous apporte ça. Il paraît que ça sauve des vies. C'est un défibrillateur. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur aux électrodes à côté du voyant clignotant. C'est au lendemain des attentats de Paris et Bruxelles que la ville a décidé de mettre en place ces formations gratuites. Mais les gestes ne sont pas seulement utiles en cas d'attaque. En France, lors d'un arrêt cardiaque, une victime a entre 5 et 7% de chances de survivre, alors que si l'on masse et défibrille en moins de 3 minutes, elle a 80% de chances de survivre. Ces formations servent à doter les Strasbourgeois des compétences techniques nécessaires pour les premiers secours, en attendant que les secours puissent arriver. Il y a plusieurs objectifs. Hein. Les personnes viennent parce qu'elles veulent se sentir utiles si le pire arrivait. Je pense que ça, c'est une motivation importante. D'autres simplement pour pouvoir apprendre ces gestes-là, parce que évidemment on n'est pas à l'abri d'être confronté à une situation où on va aider quelqu'un qui se trouve à proximité plutôt que de rester sans rien faire, parce que c'est extrêmement traumatisant pour une personne de se sentir impuissante. Donc la formation, elle permet de rassurer et de faire en sorte qu'on sache exactement quoi faire au moment où la personne en a le plus besoin. Depuis 2015, 1500 civils ont été formés aux gestes qui sauvent à Strasbourg. Et pour eux, acquérir ces connaissances est un moyen de faire face à des situations d'urgence avec plus de confiance. J'ai toujours voulu apprendre comment ça se passe, les formations et pour les premiers soins, au cas où il y a quelqu'un devant moi et qu'il n'y a personne qui peut réagir. Des fois, quand j'attends par exemple dans des endroits, la banque par exemple, et je vois un défibrillateur et je suis là, comment ça on peut l'utiliser, est-ce que je peux l'utiliser et tout. Et maintenant je me dis, tout le monde peut le faire. J'ai limite envie que quelqu'un fasse un arrêt pour que je puisse intervenir. À l'issue de la session, les participants reçoivent un certificat. D'autres formations sont proposées par les organismes de secours tout au long de l'année. Santé, toujours, l'obésité est en hausse, et notamment chez les enfants. Alors pour modifier les comportements alimentaires, la ville de Strasbourg a mis en place le dispositif Précoce depuis 2014. Initialement réservé aux enfants de 3 à 12 ans, il s'étend désormais aux adolescents jusqu'à 18 ans. Un lancement en présence du médiatique Michel Siemens. Notre journaliste Romain Hirt y était. L'obésité, un fléau chez les jeunes. Récemment, elle est devenue la principale source d'inquiétude en termes de santé publique. D'où la nécessité pour la ville de s'engager. Le constat, c'est qu'il y a malheureusement de plus en plus d'adolescents qui sont obèses. On considère qu'en 6e, donc au début de l'adolescence, il y a près de 25% des adolescents sur notre territoire qui sont malheureusement en obésité ou en surpoids. Et on peut monter à 30 ou 35% dans certains quartiers populaires. Donc c'est une vraie nécessité. C'est comme le sport santé, ce sont les médecins, donc médecins généralistes, pédiatres, mais aussi PMI, protection maternelle et infantile, santé scolaire, qui, dans le cadre de leur quotidien, puisqu'ils rencontrent
les familles et les adolescents vont peser, mesurer et vont voir qu'il y a une difficulté avec l'IMC et qui vont donc les orienter vers ce dispositif, ici à Haute-Pierre, mais aussi dans les autres parties de la ville. Une fois orientés vers l'association, les jeunes et leurs familles disposent gratuitement de conseils de professionnels, notamment en diététique. Le but, changer toutes les mauvaises habitudes alimentaires. Il n'y a pas d'interdit alimentaire. On ne va jamais donner un régime à un enfant. Le but, il n'est pas du tout qu'il perde du poids. Le but, il est surtout qu'il ait de bonnes habitudes alimentaires, qu'on restaure vraiment un équilibre à ce niveau-là, qu'on introduise les légumes, par exemple, qui sont souvent absents de l'alimentation de ces enfants, qu'on réduise aussi les taux de sucre, qui sont souvent très importants, et donc du coup de revoir un petit peu comme ça vraiment un équilibre très simple en fait. L'enjeu ne se situe pas qu'au niveau de la nourriture. À l'âge des smartphones et autres appareils électroniques, les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Via ce dispositif, ils disposent d'un accompagnement pluridisciplinaire. Je pense que c'est une excellente initiative parce qu'il y a une maman qui témoignait tout à l'heure en disant qu'elle était perdue. Son enfant est en surpoids et elle est perdue parce qu'elle ne savait pas à qui s'adresser. Elle s'adressait à une diététicienne, puis à une deuxième et les choses ont avancé, mais pas beaucoup. Son enfant avait bien sûr des problèmes psychologiques, il était même harcelé à l'école. Donc bien évidemment, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Il faut absolument que ces enfants soient vus par un psychologue pour essayer de comprendre où est le problème. Il faut que ces enfants soient vus par une diététicienne qui leur explique comment bien manger, que les parents soient aussi pris en charge pour expliquer comment faire la cuisine à la maison, que ces enfants soient pris en charge par un coach sportif qui permet de façon ludique de les faire bouger. Voilà, toutes ces expertises doivent se lier pour que l'enfant puisse avoir les réponses à toutes les questions qu'il peut se poser. Précoce dispose pour le moment d'un budget de 485 000 €. S'il s'avère efficace, le dispositif pourrait bien s'exporter à l'échelle nationale et ainsi inciter la jeunesse à se remettre en selle. Partons maintenant direction Paris. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, le Bourget, a ouvert ses portes en début de semaine. Les acteurs de l'industrie mondiale se donnent rendez-vous autour des dernières innovations technologiques. Si les premiers jours du salon sont réservés aux professionnels, dès vendredi, le grand public sera aussi invité. Plus de 320 000 visiteurs sont attendus. Nora Boiriwa a pu s'immiscer dans les allées du salon. Elle y a rencontré plusieurs sociétés alsaciennes. C'est le plus grand rassemblement d'hélicoptères et d'avions au monde. Et parmi les centaines de régions et pays présents, le Grand Est présente 41 entreprises, fleurons confirmés, sous-traitants spécialisés ou start-up. C'est essentiellement le rôle d'une chambre de commerce d'emmener ces entreprises-là, de veiller à ce que ces entreprises aient des places, j'allais dire, de choix, qu'elles soient bien ici, qu'elles aient tout ce qu'il faut pour justement concrétiser. À la fin, il y a un contrat et elles sont toutes là pour ça. 24 entreprises viennent d'Alsace comme John Précision, située à Haguenau. Elle propose des unités d'usinage pour les travaux de l'aéronautique. C'est déjà sa 4e édition au Bourget. Nous avons toujours eu des projets qui ont suivi derrière, des choses qui ont à ce moment-là réussi ou où il n'y a pas eu de suite, certes, mais il y a toujours eu quelque chose, ou même de nouvelles réflexions, parce que finalement les clients nous apportent aussi des nouvelles choses à traiter et de nouvelles idées à développer. Pour Ebeco, en revanche, c'est une première. Cette entreprise spécialisée dans l'injection plastique fabrique aussi bien des pièces de chariots de supermarché que des jetons de manège pour les forains et pourquoi pas bientôt des pièces pour les avions. Ah, des contacts, oui, et puis même certainement des clients. Et alors, paradoxalement, des clients alsaciens, donc même proches de chez nous. Donc ça a permis de communiquer avec les autres sociétés qui étaient présentes sur ce stand collectif et c'est déjà beaucoup pour nous. Une centaine d'entreprises alsaciennes travaillent dans le domaine de l'aéronautique qui génère entre 3 000 et 4 000 emplois directs et indirects. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et demain encore, Nora Boiriwa nous emmènera au salon du Bourget. En bref, la chaleur est revenue et à l'approche de l'été, l'Agence régionale de santé vient de publier son étude sur la qualité des plans d'eau dans la région. Et sur les 21 sites alsaciens, 18 ont une eau d'excellente qualité. Un classement établi à partir de résultats d'analyse bactériologique effectués ces 4 dernières années. En cette période estivale, les voyants sont donc au vert pour la baignade. À noter également que la surveillance de ces plans
plan d'eau est effective depuis quelques jours et le sera jusqu'à la fin du mois d'août. Et on finit avec un mot de sport. Le Racing Club de Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue en mars dernier, fera son entrée en Europa League. Ce mercredi, l'UEFA a effectué le tirage au sort des premiers matchs de qualification, mais les Strasbourgeois ne savent toujours pas exactement l'identité de leur adversaire lors du deuxième tour. Les Israéliens du Maccabi Haïfa et les Slovènes du NS Mura s'affronteront les 11 et 18 juillet. Au premier tour des qualifications, le gagnant rencontrera alors les hommes de Thierry Lauré. Le match aller des Strasbourgeois aura lieu le jeudi 26 juillet à la Méno. Le retour se disputera le jeudi 1er août. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. J-5 pour la deuxième édition de l'Alsace Fan Day. Il s'agit encore de célébrer l'Alsace partout sur la planète. Et la carte se complète rapidement. Les Alsaciens des Émirats se retrouveront dès demain à Dubaï. En Polynésie, ce sera dimanche. Au Bénin, on annonce tarte flambée sur la plage avec une sélection de chansons de Roger Siffert. En Thaïlande, c'est l'île de Koh Samui qui accueillera les Amis de l'Alsace. Et notre région sera également à l'honneur à Singapour, à Hawaï, au Mali et dans bien d'autres pays. Merci beaucoup Cécile. Et on retrouve tout de suite les invités d'Alsace 20, Vera Bossiac. Vous pouvez entrer, Diane Daumont, Gilles Couture et Jean-Marc Doche. On les laisse s'installer et puis on se retrouve juste après la météo. Sada Ribert. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. En ce jeudi, on ne sera pas tous logés à la même enseigne puisqu'il y aura encore du soleil si vous êtes dans le nord de la Suisse, une alternance entre éclaircies et passages nuageux chez nos voisins allemands et de la pluie sur le territoire alsacien. Les valeurs matinales, elles seront déjà agréables puisqu'il fera 16 degrés à Mulhouse, 17 degrés cette fois-ci à Colmar si vous êtes à Saverne ou encore à Wissembourg, 18 degrés ce sera la maximale à Strasbourg ainsi qu'aux frontières rhénanes. Votre après-midi, de la pluie et cette fois-ci absolument partout, on partage. Et les températures dans l'après-midi, elles seront en baisse puisqu'il fera seulement 23 degrés à Saverne, 24 degrés sur le reste du territoire alsacien, 25 degrés à Bâle et 26 degrés ce sera la maximale chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Votre journée de vendredi est bien toujours sous la pluie. Et les valeurs iront entre 21 et 24 degrés dans votre après-midi. En ce jeudi, nous célébrons les Silvers. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous dire au revoir à 21h34. Excellent moment avec nous sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous dire à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et notre premier invité ce soir est Gilles Couture. Alors vous étiez gendarme en charge de la sécurité et de la protection du président de la République. Vous êtes aujourd'hui écrivain. Vous n'avez pas peur des changements de carrière ? Non, pas du tout. Au contraire, j'aime bien tourner les pages et avoir de nouvelles expériences. En quelque sorte multiplier les vies, quoi. J'ai l'impression d'avoir eu déjà plusieurs vies. Et puis, bon, cela dit, l'écriture était ma passion depuis l'âge de 17 ans. Un jardin secret, et puis que je cultivais seul, et puis j'ai décidé de partager il y a quelques années. Oui. Alors vous avez aujourd'hui plusieurs ouvrages à votre actif. On va parler de celui-ci dans quelques instants. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots. Vous étiez à la prison de l'Elzo cet après-midi. Vous avez rencontré donc des personnes, des prisonniers, pour leur parler notamment de votre expérience. Alors qu'est-ce que vous avez partagé avec eux ? À la fois, j'ai parlé de mon expérience de professionnelle avant donc d'écrire, d'être publié, de mon parcours de vie, bien sûr. Et puis, je trouve que c'était vraiment une rencontre très intéressante. En tout cas, apparemment, je leur ai apporté... cette rencontre leur a fait beaucoup de bien. Mais moi aussi, ils m'ont apporté beaucoup. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même en prison des gens qui s'occupent de donner des cours aux prisonniers. Et il y a un pourcentage assez élevé de prisonniers qui sont volontaires pour suivre ces cours. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai présenté mes livres donc à deux groupes distincts, dont certains avaient étudié mes nouvelles avec leurs professeurs de français. Donc ça, c'était vraiment une belle rencontre, des beaux échanges, des belles questions. Ouais.
Alors, ce livre que vous allez nous présenter, il s'appelle « Un jour en Charente, le mousquetaire et le président ». Donc, le mousquetaire, c'est vous. C'est ainsi qu'on surnomme les gendarmes qui sont chargés de la sécurité des présidents. Et puis, le président, là, en l'occurrence, c'est François Mitterrand. Alors, le François Mitterrand que vous nous présentez, c'est celui qui est peut-être moins connu du grand public. Oui, tout à fait, mais c'était une volonté de ma part. C'est-à-dire qu'on m'a plusieurs fois demandé d'écrire sur Mitterrand et puis de faire certaines révélations. Ayant occupé la fonction qui était la mienne, je ne l'ai pas acceptée. Là, j'ai voulu présenter la face humaine du personnage qui souvent renvoyait une image froide et assez distante. Donc en officiel, mais en privé, il était tout autre. Et donc ça, j'avais envie aussi de dire il était aussi comme ça. Et puis à travers ce visage nouveau que je présentais du président, j'avais aussi envie que l'on voit le travail du GSPR en privé, donc tout en efficace, bien sûr, en efficacité, mais également en discrétion. Donc c'est un travail un peu particulier. Alors c'est une relation particulière entre le président et sa garde rapprochée. Est-ce que c'est important de bien s'entendre ou les émotions, les sentiments ne sont pas importants ? Oui, je pense que c'est vraiment important. Et là, c'est vrai qu'avec François Mitterrand, justement, on avait la chance qu'il ne nous considère pas comme de simples numéros. Il s'intéressait à nous, il est venu dans notre centre d'entraînement. Il est venu, bien sûr, aussi lorsqu'il y a eu des morts chez nous en mission ou à l'entraînement. Mais voilà, il s'intéressait aux gens, il savait qui ils étaient, il échangeait avec nous énormément. Dans le livre, ça doit se sentir. Donc voilà, il savait de quelle région on était, si on avait des enfants, quelle était... Et avec la mémoire qui est fabuleuse qu'il avait, donc il n'oubliait pas ça. Donc pour nous, c'était quand même une reconnaissance et la chance de travailler avec un homme comme ça qui aurait pu, évidemment, nous considérer différemment, quoi. Alors sans trop dévoiler du livre, on vous suit dans un trajet en voiture donc avec François Mitterrand et évidemment il y a une multitude d'anecdotes. Est-ce que par hasard il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur ou que vous pourriez nous partager ce soir ? Oui, bien sûr, il y a une anecdote qui n'est pas dans le livre, mais qui est toute simple, justement dans le cadre de la reconnaissance. Nous l'attendions dans les jardins de l'Élysée, puisque le soir il partait par là. Et donc on était l'équipe de sécurité réunie auprès de la voiture, et on l'a aperçu, qui a entrouvert une des portes-fenêtres, et puis qui a fait un signe vers nous. Donc le responsable ce jour-là de la mission s'est rendu à ses côtés. Ils ont échangé quelques secondes, et puis le responsable est revenu vers le groupe que nous formions. Et là, il a dit, c'est à l'un de nous, il a dit « Serge, c'est toi qui veux voir ». Et donc, le Serge en question s'est rendu à ses côtés, bien sûr. Et là, il lui a dit « Mais c'est vous vous êtes bien breton, vous êtes bien breton, hein ?» Et donc, il a dit « Oui, je suis breton ». Et il lui a dit « Mais il faut être breton quand même pour réaliser ce qu'a fait d'Abbeville, la traversée de l'Atlantique à la rame. Et il n'y a que les Bretons pour faire ça. » Et donc voilà, c'est au-delà de cette petite anecdote qui paraît rien du tout. Il se souvenait, en ayant vu l'équipe de sécurité qui était là ce soir-là, il a repéré les visages et il se souvenait que le fameux Serge était donc breton. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça, on en a plein. Bon, après, il y en a des plus importantes que j'ai mises dans le livre. Alors c'est une réédition, ce livre. Rapidement, pourquoi est-ce que vous avez souhaité rajouter des petites histoires, c'est ça, à l'intérieur? C'était donner un nouvel éclairage? Oui, j'ai amélioré un petit peu l'écriture, surtout. Les anecdotes, j'en ai pas rajouté, j'ai juste amélioré un petit peu l'écriture, parce qu'il y a 10 ans, c'était le 3e livre que j'écrivais sous mon nom. Avant, j'avais commis des livres en tant que nègre, mais je préfère ghostwriter, parce que l'écrivain fantôme, c'est plus joli. Mais... donc ça, c'était juste mon 2e livre, sous mon nom. Et c'est vrai qu'en 10 années de parution, j'ai amélioré mon style. Je crois que j'ai progressé, et tant mieux d'ailleurs. Et donc j'ai un petit peu allégé le contenu de manière à ce qu'il soit
plus fluide et plus agréable pour le lecteur. Donc voilà, si vous cherchez une histoire humaine, si vous aimez les coulisses, si vous aimez également l'histoire, tout ça est dans ce livre. Gilles Couture, Un jour en Charente, Le Mousquetaire et le Président. Merci d'être venu chez nous. On vous recevra peut-être pour un prochain ouvrage, je crois que vous travaillez déjà dessus actuellement. Et tout de suite, on passe à Vera, c'est le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui sur le plateau, vous allez le voir, c'est une très belle femme. Elle fait du yoga, elle mise tout sur la bienveillance et le bien-être au travail. Et elle nous parle aujourd'hui de son concept, de son agence innovante qui est Zest. Bonsoir Diane. Bonsoir. C'est quoi l'idée de ce concept ? Alors j'ai créé Zest récemment avec l'idée de fusionner communication et bien-être pour mettre à profit tout ce qui peut tourner autour de cette sphère du mieux-être dont on parle énormément depuis quelques années. Donc ça passe par 2 axes, accompagner les acteurs bienveillants, donc c'est des acteurs du bien-être, des professeurs de yoga, de pilates, des coachs, des nutritionnistes, des hypnothérapeutes, enfin tous ces acteurs qu'on peut trouver dans cette sphère que j'accompagne dans leurs besoins en communication et que je mets en lien avec les entreprises pour développer des projets de qualité de vie au travail avec des besoins qu'on définit et des objectifs qu'on définit également ensemble pour apporter un souffle nouveau à ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, mais de manière concrète et au-delà de l'aspect un peu cosmétique de la chose, donc du baby-foot dans le hall ou de la plante verte sur le coin du bureau, mais vraiment en redonnant du sens à l'humain au cœur de la stratégie de l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Est-ce qu'il y a une expérience un peu personnelle tu te dis, allez, je me lance Un petit peu, oui. J'ai 10 années en tant que salariée en entreprise derrière moi, donc j'ai été responsable communication et marketing dans un très grand groupe pendant plusieurs années et dans 2 PME locales. Donc un métier que j'aime depuis ses débuts et j'ai également eu la chance de porter la casquette de responsable qualité de vie au travail. Donc forcément ça a généré quelques sensibilités au sujet et puis voilà, mon côté professeur de yoga en parallèle, passionné de développement personnel. Donc voilà, des grosses prises de conscience par rapport à ce monde qui change, aux entreprises qui suivent pas forcément le rythme, qui ont un rythme différent en tout cas que le rythme humain et qui créent certaines dissonances Donc tu as pu voir qu'il y avait des choses à améliorer et du coup tu proposes des prestations assez concrètes. Est-ce que tu peux nous en citer l'une ou l'autre ? Alors forcément en communication, j'accompagne donc les prestataires dont je parlais, donc c'est souvent de l'accompagnement, du plan de communication, de la créativité, comment communiquer à petit budget aussi parce que souvent c'est des prestataires qui n'ont pas de gros moyens. Et puis une fois que donc il y a cette partie-là, il y a la partie aussi gestion de projet en entreprise où là on se rencontre, on pose les besoins, les irritants et on définit ensemble quel projet on va mettre en place, quels sont les objectifs. Et du coup, j'ai ces experts à mes côtés pour pouvoir mettre en place des actions concrètes en fonction des leviers qu'on a définis et agir à long terme sur ce sujet. Alors tu parles de communication bienveillante, c'est normalement quelque chose qui va de soi, c'est pas toujours le cas ? Alors oui, je me suis interrogée par rapport à ce concept et d'ailleurs j'ai moi-même été coachée au moment du lancement et le coach m'avait dit communication bienveillante, c'est pas vraiment une bonne idée d'utiliser ce terme, il n'y a pas d'agence de communication malveillante. Et puis mes retours clients, ces personnes avec qui j'ai pu travailler pour le moment m'ont dit garde ce concept, garde cette baseline, c'est toi, c'est ce que tu portes, tu fais de la com et tu es bienveillante et c'est ton ADN. Et c'est vrai que pour moi, la bienveillance, c'est une valeur que j'ai énormément véhiculée en tant que responsable communication dans les entreprises, mais qui n'est pas forcément appliquée dans sa définition profonde et qui est pourtant le nerf de la guerre dans notre société aujourd'hui. Et donc, si on veut te contacter pour tous tes services, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors j'ai un site internet, qui va s'afficher, voilà. Et je suis très présente sur LinkedIn notamment et sur les autres réseaux sociaux, donc voilà. Merci, avec plaisir. Une autre actualité, Vera. Alors, la semaine dernière, Anna, il y avait le VSD, que tu connais aussi très bien. Évidemment. C'est le grand vide dressing strasbourgeois. Et j'en ai profité pour découvrir un stand absolument fabuleux. Vous allez le voir. Ils font quelque chose de très sympa. Ce sont des bougies et des savons avec un packaging, ce qu'on peut appeler régressif. Ça s'appelle le chat dans l'armoire. Alors, un nom rigolo, mais promis, aucun test n'est réalisé sur les animaux. Les produits sont fabriqués dans un labo à Strasbourg. Les ingrédients utilisés sont bio. Ça sent super bon. Et c'est à découvrir chez une quinzaine de revendeurs en France et sur le site qui s'affiche en dessous.
Ça aussi, c'est bienveillant. Et alors, un autre coup de cœur pour cette semaine? Alors, c'est notre youtubeuse préférée qu'on a déjà eu en plateau, Alomaya. Elle a participé au Face Awards qui a été lancé par la grande marque réputée NYX. Et regardez le résultat, c'est fabuleux. J'ai été taguée dans ce challenge, je sais même pas pourquoi je fais ça. Mais bon, on va tenter l'expérience, donc c'est parti pour manger autant de bonbons. On reste plus que ça. Je me sens vraiment pas bien. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis sentie trop mal d'un coup, j'ai dû courir là pour... Bon bah le challenge c'est... Oh. Mes yeux. C'est un maquillage pas comme les autres. C'est très créatif. Merci beaucoup Vera. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. On parlera du cirque au Markstein avec Jean-Marc Doche. À tout de suite. De retour sur le plateau d'Alsace-Varennes, nous vous emmenons maintenant au Markstein avec Jean-Marc Doche. On va parler du cirque au Markstein. C'est un festival qui se tient pour la 15e édition. Alors en gros, le concept, c'est du cirque à 1240 mètres d'altitude, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça a démarré la semaine prochaine, ça dure jusqu'au 28... Ça a démarré la semaine dernière, excusez-moi, ça dure jusqu'au 28 juin. Oui. Et ce dimanche, il y a une journée des familles. Exact. Alors parlez-nous un petit peu de ce qui se passe dans ce festival. Alors pour cette journée de famille, il y a les 3 balades et aussi le spectacle sous chapiteau. Parce que quand on arrive à 1050 mètres, donc au début de la station, vous arrivez, vous voyez le chapiteau qui se trouve à 1240 mètres. Voilà, et quand il y a le chapiteau, on sait qu'il y a le festival. Donc c'est du cirque et de la nature, tout est mis en avant. Exactement. Alors, par rapport aux balades, il y a une initiation, donc les artistes, donc c'est des petits groupes d'enfants qui sont accompagnés par les artistes, et les artistes vont rendre les enfants sensibles à la nature, mais aussi à préserver les plantes rares, puisqu'il y a l'arnica, il y a d'autres... c'est une réserve naturelle Natura 2000. Ce sont souvent des enfants qui viennent de milieux urbains, donc ils sont, je ne veux pas dire leur première sortie, mais ils ne sont pas forcément sensibilisés déjà à la nature. Et après, il y a cette sensibilisation et ensuite il y a un côté, je dirais, ludique. On va voir un spectacle. Et puis en règle générale, ils partent avec des yeux complètement... Des étoiles. Ouais, avec des étoiles, voilà. Plein les yeux. Alors peut-être vous voyez justement oui. en images quelques extraits de ce qu'on trouve. Donc vous m'avez dit donc il y a 3 balades, puis il y a des spectacles, il y a plein de choses qui se passent et ce dimanche, mais aussi pendant toute la semaine. Oui, alors c'est toujours les 3 mêmes balades avec 3 compagnies différentes qui viennent de Grenoble, d'Annecy, d'Auxerre... le dernier, je ne sais pas d'où, mais c'est pas grave. Peu importe, mais ils viennent de la France. Les découvrir. Voilà. Et oui, voilà, qui viennent du coup animer pendant toutes ces journées. Donc je crois que beaucoup de spectacles sont sur inscription, c'est ça. Certains sont déjà complets. Complets, oui. Mais voilà, on a déjà 5500 inscrits. Et par contre, la journée famille, c'est un focus qu'on fait aussi pour les familles. Et pour les adultes, justement, est-ce qu'il y a un programme particulier ? C'est le même programme. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et si par exemple les grands-parents, ils ont leurs petits-enfants, par exemple le mercredi aussi de la semaine prochaine, ou ce dimanche, ils peuvent venir, je veux dire, il n'y a aucun problème. Ils participent avec la Ils participent. Le cirque, c'est pour tout le monde, c'est ça exactement. Le message, et la nature aussi. Si vous voulez, l'organisateur, mot, l'organisateur Marc Doppler, il aime beaucoup les enfants, et donc il a eu cette idée il y a 15 ans de mettre ce cirque en place pour les enfants.
Mais évidemment, on est tous des grands enfants. Donc forcément, les adultes. Et c'est des spectacles qui sont complètement... là, vous voyez par exemple quelques images. Ce sont des spectacles qui sont accessibles quand même pour déjà des enfants qui ont 3-4 ans. Et après, soit en primaire, soit les collégiens, enfin voilà. Pour tout le monde. Je vous invite en tout cas à prendre la direction du Markstein. Toutes les informations sur le site internet. Merci Jean-Marc Doche d'avoir été notre invité. Et tout de suite, c'est Delphine Vespizer qui vous emmène faire de la gymnastique. Salut Pinhunter et bienvenue à l'Union Blotzheim. Je suis en compagnie du président du club, Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Delphine. Avant le trampoline, toi tu as commencé la gym masculine dans les années 50. Comment est-ce que la gym masculine était perçue? Bon, dans les années 50, dans le village de Blotzheim, il y avait qu'un sport à pratiquer, donc c'était la gymnastique. Presque tous les jeunes de village ont passé par ce sport. Comment est-ce que la gym t'a suivi tout au long de ton cursus? J'ai pratiqué la gym de compétition jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près en équipe avec les anciens. Et ensuite? Plutôt pour le fun. Les années ont passé et dans les années 2000, le trampoline a été intégré à la Fédération française de gymnastique. Et c'est là qu'on a créé cette discipline au sein du club. Et c'est vrai que vous avez un niveau très élevé ici. Oui, c'est vrai. On est arrivé jusqu'aux divisions nationales, une compétition réservée aux grands clubs français, une dizaine de clubs. Alors du coup, j'imagine Joseph, c'est une fierté là de voir tellement d'adhérents, de membres qui font du trampoline avec un niveau qui va de plus en plus haut. Oui, c'est bien ça. Depuis les 2012, on a progressé jusqu'au niveau national et on est allé au final national avec une équipe de 4 trampolinistes et on a terminé 6e. C'est la classe. Oui, c'est super. C'est trop impressionnant. Vous venez souvent regarder comme ça? Oui, assez souvent, oui. Non, en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que Célia, d'ailleurs, c'est toi qui nous as écrit. Oui. En fait, tu as intégré ce club pour ta sœur. Oui. Elle est vraiment athlète dans le trampoline et tu la suis partout sur toutes les compétitions. Tu l'emmènes, tu la cherches, tu la supportes. Ouais, je fais un peu le taxi, mais je l'emmène à ses entraînements. Je viens à la plupart des entraînements et j'essaie de l'accompagner sur les compétitions. C'est tellement beau. Alix, viens nous voir. Eh mais tu as de la chance. Alors c'était bien. Super. Toi tu as ta fan numéro 1, enfin rien que pour toi. Ouais, c'est vraiment ma fan, elle est toujours là pour me soutenir. On s'éclate vraiment tout le temps ensemble dans n'importe quelle activité et tout. C'est vraiment une super sœur. C'est une chance. Alix, est-ce que tu aimerais bien me montrer? Mais avec plaisir, on va aller en pause. Allez, c'est parti. Allez, viens, maintenant je t'emmène voir Lucas, c'est vraiment mon coéquipier. D'accord. C'est avec lui que je saute à tous les entraînements et on est vraiment toujours là pour se soutenir et tout ça. Il va t'apprendre les bases du trampoline en fait. Ça va Lucas? Ouais, ça va. Alors tu peux me montrer les 2-3 bases qu'on peut faire ensemble? Les figures les plus basiques qu'on apprend au trampo au tout début, c'est le assis. Déjà, ouais. Déjà sauter c'est déjà bien, mais oui, en vrai. D'abord, il y a les chandelles. Donc le but c'est de monter les bras, les redescendre dans le même saut. D'accord. Et il faut bien les monter à l'horizontale. D'accord. Puis les descendre sur les côtés. Chandelle quoi. Ok. Bon, vous me dites. Hein. Ah, mais vous, quand vous faites ça, ça vous fait pas une sensation bizarre? Non. Moi, j'ai toujours envie de crier en fait parce que je sens le truc. Comme ça, Lucas? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est assez tonique? Il faut bien les monter sur devant. Donc après, ouais, on a le assis. C'est comme on monte, c'est un assis. Donc on fait les chandelles. On vient tirer et s'asseoir. Donc pour ça, on vient tirer. Là, il faut sortir un tout petit peu les épaules en arrière. Ah ouais. Et il faut venir presque s'allonger et venir s'asseoir et les mains à côté des fesses. Oh Merci. Bon, Lucas, concrètement, combien de temps est-ce que je vais mettre pour faire ça?
Ne réponds pas. Je préfère ne répondre pas. Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir fait partager votre passion. C'était vraiment très très chouette. Et nous, on se dit morre Dieu et à bientôt. Oh, putain. Mais pourquoi est-ce que ça... Je suis pas assez tonique. Et mais au niveau du cerveau, ça fait pas un peu... Ouais. Oh, putain. Non, il faut... Ouais. S'engager pour demain avec RGDS, le nouvel R d'énergie. Et dans ce magazine de l'énergie avec RGDS, nous partons aujourd'hui à Saint-Louis et nous sommes avec Philippe Knibili. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc vous êtes adjoint au maire de Saint-Louis, vous êtes délégué à l'environnement et à la transition énergétique. C'est donc quelques sujets qu'on va aborder. On vous montrera aussi dans quelques instants un appartement pédagogique donc qui est à Saint-Louis. Mais tout de suite, Philippe Knibili, vous avez lancé à Saint-Louis une démarche d'obtention de label, ça s'appelle Citergy, pardon. En quoi cela consiste ? Alors c'est un processus, un label européen qui est décliné dans les différents pays et qui vise par un processus d'amélioration continue à la fois diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, à la fois être vertueux en termes de consommation énergétique et de finalement changer de logiciel dans le droit fil de ce que préconise la COP21 de Paris. Et la ville de Saint-Louis a été la première à s'engager en Alsace. Et elle espère être la première à obtenir le premier niveau du label, puisque c'est extrêmement exigeant. C'est une démarche très transversale, basée sur 6 piliers, qui vont de la mobilité, de la consommation énergétique des bâtiments communaux, de l'approvisionnement en énergie, de la planification territoriale à travers l'outil du PLU, et le tout en allant toujours plus loin que la réglementation. Donc l'idée, c'est vraiment un processus d'excellence qui nécessite de mettre en place des outils au niveau communal. On se fait accompagner par l'ADEME qui nous paye à 80% un conseiller et qui nous aide à mettre en place ce processus. C'est un processus long terme et seules 2 collectivités en France ont aujourd'hui atteint le niveau Gold, qui est le plus grand niveau qu'on vise à moyen terme. Et donc bientôt Saint-Louis, normalement. Alors, bientôt le premier niveau, mais on est bien résolu. Le maire nous a fixé comme objectif d'arriver un jour au label Gold. Alors, dans cette liste, vous avez cité l'énergie. Alors, comment est-ce que vous investissez dans le réseau de chaleur ? Quels résultats en espérez-vous ? Alors, très concrètement, déjà, ça a consisté à supprimer le fioul qui chauffait un grand nombre des bâtiments communaux et des logements sociaux de la ville. Donc, lors du renouvellement de la délégation de services publics, nous avons demandé aux opérateurs de se positionner sur une stratégie bas carbone. En l'occurrence, ici, nous avons opté pour une chaudière biomasse avec cogénération qui nous permet aujourd'hui d'irriguer 4600 logements sur les 9000 que compte la ville sur cette cogénération, donc une énergie propre, renouvelable, avec un réseau de chaleur. Et quand on nous dit qu'il faut concilier la fin du monde avec la fin du mois, eh bien là, oui, nos concitoyens ont vu leur facture d'énergie baisser de l'ordre de 30%. Déjà par ce changement d'énergie, avec une TVA plus réduite, avec un taux d'énergie renouvelable à plus de 86%. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. C'était le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée vise à rénover les passoires thermiques énergétiques qui permet encore de récupérer 8 à 10% d'économie pour nos concitoyens. Et enfin, le dernier, c'est la pédagogie, à travers notamment un logement que nous avons mis en place, pédagogique, qui permet aux gens d'aller se former. Eh ben, je vous propose tout de suite de le découvrir. C'est le Ludologie, un reportage de Mathieu Champvillard. Cet appartement pédagogique est au cœur du quartier de la Gare, un quartier prioritaire, construit dans les années 60 et aujourd'hui en pleine rénovation. À l'époque, on ne construisait pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. C'est des quartiers très populaires, donc il nous fallait, c'est une de nos priorités, c'était de revoir l'ensemble par rapport à l'environnement, économie d'énergie, effet de gaz, toute cette philosophie que nous défendons. On s'est d'abord occupé de l'enveloppe thermique, donc isolation de la dalle haute du sous-sol, des murs extérieurs et de la toiture. Et puis on a aussi remplacé les radiateurs à l'intérieur des logements, ainsi que la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée. Les travaux dans les appartements ont été l'occasion d'entamer un dialogue avec les locataires, une aubaine pour les animateurs du Ludologie
qui ont vu là le bon moment pour toucher les habitants. Les sensibiliser sur cette thématique-là, voilà, tout ce qui est chauffage, qualité de l'air, voilà, ça tombait vraiment au bon moment parce que voilà, ils vont devoir adopter de nouvelles habitudes et puis ils ne sont pas forcément au courant voilà, de la manière dont fonctionneront les nouveaux radiateurs. Dans cet appartement, à chaque pièce sa thématique. Lors de la visite guidée, on y parle chauffage, éclairage, appareil en veille ou tri des déchets. Les animateurs jouent la carte du dialogue et des images chocs, comme cette pyramide de bouteilles d'eau qui illustre la consommation d'un bain. L'eau retient vraiment l'attention parce qu'on a vraiment remarqué que la pyramide, en fait, c'était vraiment choquant. Après, le radiateur, voilà, on leur explique qu'en baissant d'un petit degré, ils peuvent économiser voilà, une belle somme d'argent. Et c'est vrai que sur la thématique de l'éclairage aussi, ils sont étonnés que ça consomme moins que ce qu'ils pensaient en général. Voilà. L'appartement a pour objectif de toucher un maximum d'habitants, des enfants comme des adultes. Mais il va aussi proposer des ateliers pour confectionner soi-même ses produits ménagers, comprendre ses factures d'énergie ou apprendre à maîtriser son budget. Alors, la ville de Saint-Louis a pris des engagements pour changer ses habitudes. Ce qu'on voit là, c'est que les citoyens aussi doivent apprendre à changer leurs habitudes. Absolument. Je crois que les collectivités doivent montrer l'exemple. C'est ce que nous faisons. Aux citoyens de jouer le jeu également. Alors, on les incite par exemple à participer au défi Famille à énergie positive, qui lui aussi permet d'économiser 8%. On a même fait une équipe au niveau du conseil municipal pour montrer que ça marche. Donc, il faut d'abord être exemplaire et ensuite amener les gens à participer et à eux aussi contribuer à cet indispensable changement de logiciel pour gagner le pari du climat, pour gagner le pari du bien vivre et de bien vivre ensemble. On peut citer rapidement pour finir un dernier exemple de ce que vous faites à Saint-Louis. Vous inaugurez le conservatoire de musique qui a été rénové entièrement en BBC. Oui, c'était un des plus anciens bâtiments de la ville qui était très énergivore. Et bien, dans la démarche globale Citergy, ce bâtiment a été totalement rénové. On a été lauréat TEPCV, Territoire et énergie positive pour la croissance verte, qui nous a permis d'engager des subventions. Et avec le soutien de bien des partenaires, ce conservatoire est rénové. Il y accueille plus de 800 élèves qui viennent de l'ensemble de l'agglomération de Saint-Louis. Et puis il y aura un volet pédagogique aussi pour inciter nos jeunes à s'engager sur cette voie du changement climatique. Donc passer de la rue à l'action, chacun chez soi et en parlant autour de soi. Merci beaucoup Philippe Émilie d'avoir été notre invité et merci à vous de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette émission. Très bonne soirée sur Alsace 20.